Bonsoir à tous, je pense que nous allons pouvoir commencer. Donc, je souhaitais remercier tout d'abord nos invités. Christiane Louis de la Philharmonie, responsable du département des métiers, des ressources métiers à la Philharmonie, qui est un centre ressources absolument fondamental et très précieux. Merci également à Vincent Maestrachi d'avoir répondu à notre invitation. Vincent est l'artisan, on va dire, des évolutions qui tournent autour des options, parfois des spécialités musique dans les filières générales, ou des spécialités artistiques, mais surtout ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la filière S2TMD. Alors, petite précision pour le public. D'une part, le webinaire va durer à peu près 1 h 30, donc on va essayer de tenir vraiment jusqu'à 20 heures. Dans un premier temps, pendant, on va dire, les premières 45 minutes, nous allons vous présenter un certain nombre d'éléments sur cette filière, et pendant les 45 minutes qui suivent, on prendra largement toutes les questions. Les questions, pour les poser, vous ne passez pas par le chat. Surtout, vous passez par le fil qui s'appelle Q et R, qui permet également qu'on réponde par écrit, mais qu'on puisse continuer à tracer et que chacun des intervenants puisse voir aussi les questions qui sont posées en ouvrant le fil Q et R. Voilà, et bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à commencer. Donc la séance est enregistrée et pour les personnes qui ne pourront pas y accéder aujourd'hui, c'est une manière de permettre à beaucoup plus de monde encore d'être associé. Alors, tout simplement, S2TMD, donc sciences et techniques, du théâtre, de la musique et de la danse, depuis 2019 seulement, dirons-nous, mais avec une histoire. Et donc, Vincent, finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette série S2TMD, mais également, au-delà de d'où vient-elle, mais quels sont finalement les changements qui ont été apportés par rapport à la série d'origine qui s'appelait TMD, Technique de la musique et de la danse? Bien, merci. Bonjour à tous. Merci à FUSE d'organiser ce, ce séminaire en visio. La commission de terminologie vient de nous rappeler à l'ordre en disant qu'il ne fallait pas utiliser le terme de webinaire. Donc, vous voyez, je suis un bon élève et je m'applique. Alors, bon, je ne suis pas un historien de la série technologique S2TMD, mais avant de s'appeler TMD, elle s'appelait F11 et F11 prime. Elle s'est transformée effectivement en série technique de la musique et de la danse à l'occasion d'une des nombreuses réformes du lycée qui ont jalonné les dernières décennies, au début des années 2000. Et puis effectivement, depuis la rentrée, vous l'avez dit, 2019, transformée en série S2TMD. Alors, historiquement, l'origine de cette série, c'est 1977. Alors, je ne suis pas spécialiste, certainement, autour de cet écran, qu'il y avoir des personnes qui le sont bien plus que moi, mais je crois que c'était un moment où l'État se préoccupait de former au mieux, notamment des musiciens de haut niveau, pour faire tourner les orchestres nationaux en région qui avaient été créés ou qui étaient créés au même moment. La mondialisation n'avait pas encore provoqué tous ces effets, notamment la mondialisation du talent, et donc il fallait en France fournir ces orchestres en musiciens de talent et de haut niveau. Ça, c'était en 1977, et nous avons vécu finalement sur
des textes de référence, et notamment des programmes d'enseignement qui répondaient à cet objectif-là. Et Dieu merci, le pragmatisme du terrain, celui des conservatoires, celui des lycées partenaires, s'est progressivement affranchi finalement de ce cadre réglementaire, voyant bien que la Terre tournait, que les perspectives ouvertes par ces formations étaient de plus en plus diverses, que les profils des élèves les étaient tout autant, et que les poursuites de formation post-bac, voire les insertions professionnelles, se diversifiaient également. Et donc, nous avons constaté avec nos collègues du ministère de la Culture depuis bien longtemps qu'il y avait quand même un décalage entre toutes ces réalités en pleine évolution et puis le côté un peu fossilisé, du moins réglementairement, de cette série. Donc nous n'avons pas ménagé notre peine avec la DNDTS, puis la DGCA, le ministère de la Culture, pour essayer de faire un peu bouger les lignes, et notamment à l'occasion des réformes successives du lycée qui ont marqué les dernières décennies. Et Christiane a à plusieurs reprises été d'aventure du reste, aventure qui n'a pas abouti jusqu'à cette récente réforme du lycée, qui est mise en œuvre, comme vous le savez actuellement, pour l'ensemble des séries générales, enfin du lycée général et du lycée technologique. Et finalement, à l'occasion de cette dynamique réformatrice, enfin, cette série à l'origine F11, F11', puis TMD, est devenue la série S2TMD. Alors on n'a pas, vous le savez bien, on n'a pas fait que changer l'acronyme. Il y a effectivement des évolutions importantes. Alors en quelques mots, la première d'entre elles, c'est d'abord que, contrairement à ce qui se passait par le passé, cette série rejoint le droit commun des séries générales et technologiques, c'est-à-dire une seconde à différencier et un cycle terminal spécifique. Mais dans la seconde à différencier, il y a quand même une option particulière, hein, une option 6 heures qui est déjà envisagée et conçue pour être portée en partenariat entre le CRR et le lycée partenaire. Deuxième évolution majeure, c'est évidemment que les conservatoires étant des établissements d'enseignement artistique, de musique, de danse et d'art dramatique, en toute logique, il était pertinent de faire rentrer dans le périmètre de cette série les élèves comédiens. Et puis on peut penser également que cette association des élèves musiciens, danseurs et comédiens aura quelques vertus en termes de... Ah, l'écran a disparu, vous m'entendez bien là? Oui. Oui, oui, Oui. Parce que mon écran avait disparu curieusement. Voilà, il est revenu, tout va bien. Oui, aura quelques vertus en termes de transversalité des approches artistiques, hein, et faire travailler finalement assez tôt des élèves danseurs avec des musiciens, avec des comédiens sur des projets qui associent la pratique de ces différents arts peut avoir quelque intérêt par rapport aux perspectives d'études supérieures, aux perspectives professionnelles qui s'ouvrent à eux. Alors, autre évolution importante, c'est que en classe je vous disais tout à l'heure que cette série rejoignait le droit commun des séries générales technologiques, à savoir 3 enseignements de spécialité en classe de première et 2 enseignements de spécialité en classe de terminale. Et donc, ça a été l'occasion de créer un enseignement de spécialité assez nouveau, mais dont je suis très satisfait, du moins dans les perspectives qu'il porte. Et j'ai eu le sentiment depuis 2 ans que c'est une dimension nouvelle qui est assez bien perçue, à savoir cet enseignement d'économie, droit et environnement du spectacle vivant. Un enseignement qui est porté par des professeurs de sciences économiques et sociales, prenant la suite
de l'enseignement obligatoire en seconde de sciences économiques et sociales, mais cette fois, évidemment, orienté par rapport à l'économie, le droit et l'environnement du spectacle vivant, ce qui semble être intéressant pour ces élèves qui ont déjà des projets, des perspectives, et qui doivent être éclairés par des connaissances un peu objectivées du monde auquel ils aspirent. Alors, une autre évolution importante, c'est que ça n'a pas échappé, je pense, à nos collègues des conservatoires comme nos collègues du lycée. Tous les textes que nous avons élaborés s'adressent non pas à un professeur ou des professeurs, mais à une équipe pédagogique. C'est un point qui a été une préoccupation permanente dans notre travail qui a été mené, je vous le rappelle, avec les collègues de la DGCA, avec des professeurs, des directeurs d'études du conservatoire, directeurs de conservatoire, des professeurs de formation musicale également. Donc, un point très important, c'est que tous ces textes s'adressent à des équipes. Et finalement, à travers ces textes, on souligne la responsabilité des équipes partenariales. Les enseignements de spécialité spécifiques, en musique, en danse ou en théâtre, spécifiquement artistiques, je laisse de côté économie, droit et environnement du spectacle vivant, là pour le coup, sont mis en œuvre par des équipes partenariales associant des compétences pédagogiques venant du conservatoire et du lycée partenaire. Il ne pouvait être question, vu la diversité des situations, de dire comme ça sur le papier, d'une façon rigide et définitive au niveau national, que tel aspect de la formation relevait de telle compétence de tel établissement, que tel autre aspect relevait de l'autre établissement de telle compétence, etc. Non, c'est la responsabilité des professeurs qui mettent à plat les compétences qu'ils réunissent, qui doit être mobilisée pour répartir justement les forces pédagogiques au bénéfice de l'atteinte des objectifs qui sont malgré tout posés par les programmes. Alors voilà, je m'arrête là parce que vous avez demandé de ne pas être trop long, donc je pourrais tirer ce fil à n'en plus finir, mais je vous laisse rebondir sur mes propos et peut-être je pourrais les préciser à votre demande ou à celle des personnes qui participent à ce séminaire ce soir. Merci Vincent. On va toujours rester un petit peu dans la partie genèse de cette nouvelle série, ou cette série rénovée plus exactement, et notamment parce qu'il y a toujours une interrogation, c'est finalement Christiane a participé à la réflexion, mais donc la Philharmonie a apporté ses ressources également et son travail mené sur l'insertion des professionnels. Et justement, du coup, comment vous avez bien pu contribuer? Qu'est-ce que vous avez apporté? Oui, bonsoir, bonsoir à tous également. Alors, qu'est-ce que nous avons apporté? La contribution a été modeste, mais enthousiaste de ma part en tout cas. Outre l'intérêt extrêmement grand qui a été le mien à assister et donc à participer modestement, mais en tout cas avec beaucoup de ferveur, à l'élaboration très complexe, très savante, très réfléchie, dont on n'a pas forcément compte quand on n'est pas dedans, de voir que effectivement la multiplicité des approches et des points de vue est aussi poussée. Donc mon apport a été plutôt un peu sur les deux éléments que vient d'évoquer Vincent, à savoir les débouchés pour aller très vite. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui une profession artistique, plus spécifiquement de musicien naturellement, puisque c'est notre domaine, mais il y a quand même énormément de points communs avec les deux autres esthétiques. Donc la variabilité qu'il y a aujourd'hui à prendre en compte dans ce que veut dire être musicien professionnel, ça peut être toujours été plus ou moins le cas, mais c'est vrai que depuis 10-15 ans, il y a un petit peu plus même où je suis très concentrée sur ces sujets,
la variété, la multiplicité d'approches, que ce soit du côté de la pratique artistique, que ce soit du côté des rencontres esthétiques et que ce soit du côté de la transmission pédagogique, est vraiment extrêmement grande. Donc, c'était un petit peu, et ça reboucle très clairement aussi sur cette spécialité qui est proposée en première autour de l'économie, le droit et l'environnement du spectacle, c'était de pouvoir montrer justement qu'avec une première entrée qui est je veux être musicien, danseur ou comédien, et c'est vrai que c'est particulièrement vrai pour musicien, mais c'est vrai pour les deux autres esthétiques de la même manière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne peut pas signifier juste, ça n'a jamais signifié d'ailleurs, je ne fais que des concerts. Et ça va arriver comme ça. Donc, c'est à la fois prendre conscience que l'on est dans un environnement, prendre conscience de l'évolution de ces environnements, puis des attentes aussi, des attentes des professionnels comme des attentes de, j'ose dire, la société civile, c'est-à-dire des employeurs potentiels. Donc ça a été peut-être un des premiers points. Et puis aussi, j'ai évidemment été très intéressée et très sensible à l'idée de faire se rencontrer les trois disciplines plus activement que ce qui est censé être fait, et pour mes nombreuses visites, rencontres et travail dans les pôles supérieurs, dans les conservatoires, cette rencontre entre la musique, la danse et le théâtre n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire pour des tas de raisons qui tiennent à de la logistique, qui tiennent à des emplois du temps, qui tiennent à des temporalités différentes. Le théâtre, clairement, n'a pas besoin de le démarrer à 3 ans et demi pour être un peu caricatural. Donc, c'était aussi intéressant de voir se rencontrer peut-être des approches techniques différentes et puis surtout que dans la réalité des faits, un musicien, en tout cas, il a toutes les chances aujourd'hui de travailler et il a fort intérêt à s'y intéresser avec d'autres esthétiques que son esthétique propre. Ça concerne bien sûr les genres musicaux, mais ça a toutes les chances de concerner aussi les autres disciplines du spectacle vivant. Donc, il m'a semblé que c'était très prometteur, en tout cas pour les jeunes personnes qui s'engageaient dans cette voie, d'être confrontées plus activement, du coup, du côté du lycée à travers les projets que presque ce qui peut se passer dans les conservatoires où c'est moins évident, on est plus concentré sur la discipline. Donc, j'ai eu clairement le sentiment que ça pouvait ouvrir et tout à fait donner aussi peut-être plus précocement que quand on a fini ses études de musique, de la variété de ce que l'on peut faire avec sa passion et ses compétences techniques, voilà, sur des ouvertures qui, à nouveau, c'est pas juste je suis prof de musique ou je suis instrumentiste d'orchestre, c'est que de toute façon, je vais naviguer dans plusieurs types d'approches, plusieurs types de contrats de travail, plusieurs types d'environnements, et que là, je travaille beaucoup avec des musiciens jeunes, mais déjà très professionnels, et puis tous sempiternellement disent « Ah, mais ça aurait quand même été bien si au conservatoire, on nous avait un peu appris ceci ou cela. » Donc voilà, moi, ça a été du moins, encore une fois, ma modeste contribution. Et si on revient, enfin, on voit bien, hein, on reviendra sur cette question d'ailleurs de transversalité et justement de comment on peut organiser ces rencontres dans cette série S2TMD. Mais dans les propos de Vincent, il y a eu une question. Alors, deux choses. D'une part, cet esprit d'équipe pédagogique et donc de co-responsabilité ou de responsabilité partagée sur les apports ou en compétences, enfin, ou en tout cas les apports pédagogiques entre l'établissement artistique et l'établissement scolaire. Et également, du coup, la question de la coévaluation également. Donc, est-ce qu'on peut avoir en fait un petit peu, justement, enfin, vous avez abordé cette question de convention. Quelle est cette place à la convention? Quelle est l'importance de cette convention entre les établissements et comment s'organise? Parce que c'est quand même, on va dire, une nouveauté
qu'une structure extérieure participe à l'évaluation à l'intérieur de l'éducation nationale. Enfin, en tout cas, sur les disciplines artistiques, ça l'est. Oui, enfin, pas tout à fait quand même, parce qu'on a des classes horaires aménagées depuis longtemps, et en théorie, depuis 1977, au titre des enseignements spécifiques à la série F11, F11 prime, puis TMD, les évaluations trimestrielles devaient associer évidemment le regard évaluatif porté par les professeurs du conservatoire. Bon. Alors, donc, on s'inscrit dans cette logique-là, mais on a essayé de la formaliser un peu mieux, dans le respect évidemment des situations des établissements et conservatoires concernés, enfin de chaque équipe partenariale, parce qu'on sait bien que les situations sont extrêmement diverses, les histoires, les habitudes de travail, les modalités de relation sont ce qu'elles sont. Donc il ne s'agit pas de bousculer tout ça en envoyant un gros coup de pied dans la fermilière, mais donner un peu peut-être des principes, des valeurs, des bases, des perspectives pour faire bouger les lignes au bénéfice de la qualité de la formation dispensée aux élèves. En termes d'évaluation, c'est comme en termes de mise en œuvre de l'enseignement défini par le programme. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que l'évaluation appartienne à un professeur ou à un autre. L'évaluation est de la responsabilité d'une équipe pédagogique qui associe l'ensemble des professeurs contribuant à la mise en œuvre d'un enseignement de spécialité. Peu importe qu'il soit du conservatoire ou du lycée, ce qui est important, c'est qu'il relève d'une équipe pédagogique constituée partenariale. Et c'est cette équipe pédagogique qui porte une responsabilité d'évaluation. Alors ensuite, on le sait bien, en termes d'évaluation, il y a tout un tas de stratégies, et Dieu sait si cette année nous en avons parlé, vu tous les événements qui ont jalonné cette année avec la suppression des épreuves de spécialité du baccalauréat, donc la mobilisation du contrôle continu. À ce titre, du reste, le ministère, à la demande du ministre, a publié un certain nombre de documents qui posent un certain nombre de principes et qui d'ailleurs tombent de façon assez opportune, si j'ose dire, à toute chose malheur est bon, pour nourrir justement la réflexion partenariale visant à ce que les équipes constituées autour d'une spécialité ou au bénéfice d'une spécialité, eh bien, élaborent et mettent en place des procédures qui leur appartiennent et qui soient les plus justes permettant l'évaluation des apprentissages des élèves. Et évaluation de niveau, mais évaluation aussi de dynamique de formation. Hein. C'est dans notre jargon, c'est l'évaluation sommative, l'évaluation formative. Bon, et finalement, c'est important d'avoir sans arrêt ces deux facettes en tête. Alors, la convention, effectivement, la convention, c'est du moins au niveau lycée et sur la série SETMD, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas obligation conventionnelle depuis 1977, contrairement à l'obligation qui est faite, même si ce n'est pas toujours parfaitement respecté, pour les classes horaires aménagées depuis 2002. Alors, cette convention, d'abord, elle pose un cadre qui est national, puisqu'il y a un modèle national qui a été élaboré. Alors, son élaboration a été un peu chaotique parce qu'il y a eu quelques problèmes de communication entre le terrain et les directions générales. Mais bon, ça, c'est les charmes et les fragilités de notre pays, c'est comme ça. Mais enfin, bon, voilà, tout ça est un peu derrière nous. Maintenant, nous avons un cadre national qui, là aussi, pose un certain nombre de repères pour réfléchir ce cadre conventionnel qui soit adapté à chaque situation et opérationnel. Et une convention, par nature, une fois que c'est
comment dire, ces grands volets de contenu sont respectés, elle est le lieu aussi où on peut conventionner sur tout un tas d'autres aspects, notamment celui de l'évaluation, pourquoi pas, même si ce n'est pas un passage obligé, autant que je me souvienne, de la Convention nationale, on peut tout à fait imaginer que la Convention y contribue. Mais je pense que c'est une excellente chose qu'il y ait cette obligation de convention entre les partenaires, de telle sorte que finalement, dans la perspective de la qualité de la formation dispensée aux élèves, eh bien, les équipes se mettent autour de la table et réfléchissent à tous les aspects d'une formation qui est nécessairement complexe, parce qu'elle associe deux établissements d'abord, des cultures pédagogiques, des enjeux de formation qui sont de nature différente. Donc, il faut articuler tout ça. Et on a besoin de le poser un peu noir sur blanc pour finalement partager un cadre, des principes, des valeurs communes. On voit quand même tout l'apport hein, de ce cadre qui fixe, quand même, qui oblige aussi à une discussion. Alors, on peut peut-être pour éclairer le public, finalement, en jeu, on va dire, au-delà très pratiquement, il y a d'une part la spécialité qui est pratique, en gros, artistique, et une spécialité plus théorie de la musique, artistique. Enfin, après, ça peut être décliné si on va très rapidement hein, pour séparer. Est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas un partage des eaux entre la pratique à l'établissement artistique et la théorie à l'établissement scolaire. Donc, est-ce que justement, c'est ça la tendance ou est-ce que au contraire, il y a bien une réflexion sur chacune des spécialités en commun? Alors, vous ne m'engagerez pas sur ce terrain pour aller plus loin que ce qui est indiqué par les textes de référence qui s'adressent à la responsabilité des équipes. Il y a effectivement des colorations particulières des deux enseignements spécifiquement artistiques. Hein. Je laisse économie, droit, environnement du spectacle vivant, que j'appelle d'ailleurs, acronyme c'est plus simple, EDESV, comme ça va plus vite. Donc il ne faudra pas vous étonner si j'utilise par la suite. Donc concernant les deux enseignements spécifiquement artistiques, c'est aux équipes constituées et qui sont en charge de chacun de ces enseignements de se répartir la charge. Dans certains cas, voilà, ça sera du 60-40, dans d'autres cas, ça sera du 30-70, je ne sais pas dans quel sens, mais ça ne me regarde pas. Je pense que c'est aux professeurs, aux pédagogues responsables de cet enseignement de prendre les décisions qui sont les plus justes par rapport aux besoins des élèves et par rapport aux compétences que les uns et les autres apportent. C'est clair. Donc, en fait, finalement, pour savoir un petit peu dans quel cadre la série est proposée dans chacun des établissements, il faut se référer à la convention, notamment, qui peut donner effectivement ce cadre-là. Donc ça, c'est déjà, on a un élément. Peut-être pour repartir sur… Si vous me permettez, oui, oui. Si vous me permettez. Parce que c'est une question un peu centrale, cette affaire-là. La convention d'une part et les programmes d'autre part font obligation au lycée partenaire d'une série S2TMD d'aménager les emplois du temps pour les élèves. Qu'est-ce que ça dit en creux, cette affaire-là? Ça dit en creux qu'il y a un parcours qui aboutit à une certification baccalauréat. C'est le parcours S2TMD avec ses enseignements de spécialité. Mais, à travers la convention et à travers ses arrêtés de programme, finalement, l'État prescripteur reconnaît que les élèves
certains élèves, beaucoup du reste, ont des parcours de formation artistique qui sont tels que S2TMD ne peuvent pas satisfaire tous leurs besoins, tous les aspects de leur projet, et que donc ils doivent pouvoir suivre dans de bonnes conditions des compléments de formation au conservatoire. Tout ça pour dire que les S2TMD, c'est les S2TMD. Les spécialités pratique-culture, on va dire pour faire simple, c'est les spécialités S2TMD. Mais on considère et on se donne les moyens de faire en sorte que les élèves qui ont besoin de colorer, d'approfondir, d'enrichir leur parcours par des formations complémentaires doivent pouvoir le faire dans de bonnes conditions au conservatoire. C'est pour ça qu'il y a obligation faite aux établissements d'aménager les emplois du temps de ces élèves. Donc, si vous voulez, certes, la convention est importante, pose un cadre, mais le programme en pose un autre, qui n'est pas moins important. Je pense même qu'il est essentiel, hein, puisque c'est bien lui qui réunit les deux établissements, qui organise leur collaboration et les met en synergie au bénéfice de la qualité et de la formation des élèves aboutissant à la certification d'un baccalauréat S2TMD. Et pour revenir souvent à une interrogation, j'allais dire, des familles avant l'orientation vers cette série S2TMD, beaucoup de familles se posent la question, et je me tourne vers Christiane évidemment, sur qu'est-ce qu'on peut faire après un bac S2TMD? Est-ce qu'on peut, parce que l'angoisse serait d'avoir une série S2TMD qui enferme au lieu d'ouvrir. Donc, est-ce que finalement, on a ce risque-là ou pas? Eh bien, je vais répondre qu'évidemment, non. Et plutôt 2 fois qu'une, à nouveau de mon point de vue, qui est donc un point de vue extrêmement panoramique, puisque nos domaines, en fait, concernent tout ce qui peut avoir un lien avec les métiers de la musique, tous les métiers qui peuvent avoir un lien avec la musique, que ce soit du côté de la pratique musicale ou que ce soit du côté de son analyse, voire, et j'en arrive à cela, les multiples façons de jouer avec, si je peux dire. Donc, l'ambition, il me semble, dans cette réforme, et c'est vrai que bon, Vincent faisait allusion au fait que ce n'était pas la première fois que nous nous rencontrions sur cette thématique, c'était toujours un petit peu, mais est-ce que ce bac antérieur, qui cible évidemment très très fortement des jeunes gens qui sont avant tout motivés et concernés par la pratique de la musique et l'ambition d'aller plus loin dans leurs études, on rentre dans tous les pôles supérieurs et dans toutes les formations supérieures ici et ailleurs sur des concours, hein. Donc, on s'y prépare, on y arrive ou on n'y arrive pas, on n'y arrive pas tout de suite. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure. Et la musique, la danse et le théâtre, Viviane Seri faisait une remarque très pertinente, ce ne sont pas les mêmes temporalités. Je le constate systématiquement, ne serait-ce qu'avec les danseurs et les musiciens au niveau du lycée. Un jeune danseur, danseuse à 15 ans, 16 ans, il sait très très bien et il a très, très clairement en tête la temporalité pour arriver à quelque chose. Un jeune homme ou une jeune fille du même âge en musique, c'est beaucoup plus flou et c'est bien normal. Donc, le fait d'avoir une ouverture plus grande permet de gérer aussi, il me semble, ces différentes temporalités. On a un baccalauréat. En France, avec un baccalauréat, on peut s'inscrire à l'université. C'est en revanche indispensable de l'avoir. La formation qui est dispensée, elle peut ouvrir sur finalement pas mal de secteurs qui peuvent être très directement liés à la discipline favorite. On a bien sûr des études de musicologie, on a des études théâtrales, il y a des études chorégraphiques également à la danse,
qui ne sont pas centrés sur la pratique artistique, clairement, mais qui l'accompagnent, qui la prolongent ou qui parfois s'y substituent. Et ces études de musicologie, c'est pareil, doivent s'envisager comme étant elles-mêmes une base, un socle vers d'autres ouvertures. Et qu'il y a 1000 façons d'être musicien, comme je le disais, de même il y a des dizaines de façons de transmettre la musique, entre être professeur de conservatoire, qui va supposer d'intégrer un pôle supérieur, de passer des diplômes de pédagogie très spécifiques, et avoir envie, et je constate que c'est aussi une tendance de plus en plus forte, la dimension sociale et sociétale de l'art, de la culture et de la musique est de plus en plus intégrée. Et je parle là aussi d'étudiants du supérieur, à savoir toucher des personnes, intervenir dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle, avoir envie de travailler avec des amateurs, pour ne pas dire jouer devant ou travailler avec des personnes handicapées, des personnes exclues, etc. Ce sont des dimensions qui ne sont plus du tout vécues comme étant un pis-aller ou une activité artistique au rabais, mais comme étant pleinement vécue, investie, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça, je peux vraiment en témoigner, parce que de nouveau, ça fait quand même pas mal d'années que j'interviens auprès des étudiants du supérieur, et il n'y a plus du tout cette approche un peu dénigrante ou condescendante, que l'animation… Non, non, pas du tout. Donc, on peut bien sûr aussi envisager, a priori les élèves qui suivent cette section, ils envisagent à 100%, je pense, d'aller vers des études supérieures, donc d'intégrer un conservatoire supérieur, un pôle supérieur, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres formes, hein, je pense au DUMI par exemple. Vous avez fait intervenir d'excellents excellente formation de musiciens intervenants qui elle-même ouvre sur beaucoup plus de choses qu'une intervention milieu scolaire. Donc, tout ça en fait me semble aller plutôt dans le bon sens d'une construction, justement. On ne peut plus, depuis longtemps, on ne peut plus penser je fais des études et je vais devenir ça. Je fais des études, c'est indispensable, et je les construis. Et finalement, je rejoins un peu ce que vient d'exposer Vincent, mais dans un autre cadre. Oui, je vais prendre au lycée, à la fac, dans telle école professionnelle de son, ou que sais-je encore, ce que je vais faire du point de vue plus artistique, ce que je vais tirer d'expériences diverses et variées. C'est ça qui va construire finalement mon cadre d'emploi et peut-être aussi l'attractivité que je vais avoir. Donc, a priori, tout est ouvert. Après, bien évidemment, bon, on le mentionnait antérieurement, si on ambitionne de faire des études scientifiques, tout est possible. Mais évidemment, on va peut-être devoir s'appuyer sur bien les différentes préparations. On voit que c'est déjà le cas. Hein, si on a fait des études générales et qu'on veut intégrer une école d'art, même si on a fait un excellent baccalauréat, on va passer par une prépa avant de passer le concours des beaux-arts ou d'architecture. Hein, c'est assez classique. Donc, je dirais que non, je dirais qu'on a toutes les ouvertures possibles et que de toute façon, à l'intérieur de chaque entrée, c'est-à-dire que même si on dit je vais intégrer un conservatoire supérieur ou un pôle supérieur, on va à nouveau devoir déployer, j'aime bien prendre l'histoire de l'accordéon, quoi. On resserre, ok, j'intègre une formation supérieure artistique, mais à l'intérieur de ça, je vais à nouveau le redéployer parce que je vais avoir plusieurs façons d'exercer mon art, mon talent et mes compétences. Donc, la réponse est oui. Rien, ou plus exactement, non, rien n'est impossible, à condition d'avoir quand même un projet et donc de savoir pourquoi on veut intégrer. Hein. C'était peut-être ça aussi un des enjeux de toute cette réforme globale qui était d'accompagner davantage les jeunes lycéens sur cette chose délicate, très difficile de dire à 17 ans, 16 ans, 18, je veux faire ça, je veux aller là. C'est très complexe. Donc, il faut, j'aime bien dire, il faut savoir prendre son temps, mais ne pas le perdre. Et on sait aussi que, enfin là, Vincent me contradira peut-être, mais enfin, il me semble qu'une des enjeux de la réforme globale du baccalauréat était notamment d'essayer de pallier
le taux quand même relativement conséquent d'abandon, d'échec dans les 3 premières années universitaires, et que peut-être accompagner davantage une réflexion sur vers quoi on aimerait plutôt aller. Là, on joue un rôle, c'est notre rôle d'accompagnement ou de conseil, c'est plutôt par l'échange et le dialogue, mais les professeurs vont faire ça également très bien, pour à nouveau montrer qu'une voie peut toujours s'ouvrir sur d'autres voies, mais on ne voit pas forcément vers quoi. C'est normal, on ne peut pas savoir ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut aussi faire confiance, je pense, aux personnes. J'interviens quand même beaucoup aussi auprès des lycéens, des collégiens ou des professeurs. J'ai répondu? Oh oui, oui, parfaitement, merveilleusement bien. Et ça donne, je pense, envie, et puis en tout cas, ça peut rassurer réellement, je pense, les familles. Peut-être qu'on va déjà prendre les questions finalement, à moins que juste avant de lancer le débat, qu'est-ce que l'un et l'autre vous pourriez, conseiller? C'est-à-dire quel est le profil ou quels sont les profils des jeunes qui, peuvent s'engager ou qui, peuvent ou doivent parfois même choisir cette filière? Heu, voilà, lesquels? Heu, auxquels c'est particulièrement destiné? Là aussi, vous m'engagez sur un terrain qui est bien, et qui pourrait être glissant. Mais je pense il est beaucoup moins justement à cause de cette réforme, qui part du principe que nous avons en France, et on peut que s'en réjouir, des gamins qui ont un parcours de pratique artistique investi sur le long cours, qui ont une motivation pour le poursuivre ou pour le débuter, pour les comédiens, hein, qui commencent effectivement souvent beaucoup plus tard. Et qu'il leur faut malgré tout, quelle que soit leur motivation, quelquefois qui tend un peu à l'exclusivité pour ce parcours de formation artistique, il faut absolument les accompagner au mieux pour qu'ils puissent disposer d'une formation générale, d'une certification, baccalauréat, et comme l'a dit Christiane, ouvrant diversité de portes. Je rajouterais du reste des élèves de TMD qui sont rentrés à Sciences Po, j'en ai eu, qui sont rentrés en classe préparatoire littéraire, j'en ai vu aussi. Donc voilà, il faut que tout ça reste ouvert. Alors, quel profil? Donc vous voyez bien, d'un côté, la motivation des élèves, leur engagement dans un parcours de pratique exigeant, investi, témoignant d'une dynamique de progression incontestable, mais en même temps, cette capacité à s'investir dans un parcours, on va dire, de nature plus académique, plus scolaire, de formation générale. Et donc, finalement, toute la difficulté de l'évaluation de ces profils qui candidatent, c'est de voir comment s'équilibrent et comment peuvent même se renforcer ces deux composantes. D'un côté, on accompagne au mieux cette motivation première et très dynamique de pratique artistique, et on l'enrichit en termes de formation. Et de l'autre côté, il faut s'assurer que ça embarque la dimension académique et scolaire au bénéfice d'une formation générale qui permette à cet élève post-baccalauréat de rebondir dans une diversité de perspectives. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Est-ce que j'y réponds un peu en direct? Oui, oui, tout à Ouais. fait, hein, c'est prévu. Donc justement, allons-y. Donc, peut-on faire une fac de droit, de LEA ou autre avec ce bac? Bon, je crois que j'ai répondu clairement. Oui, il n'y a aucune impossibilité. La seule question, c'est est-on prêt à investir peut-être davantage telle et telle chose? A-t-on bien conscience de ce qui est demandé avec une fac de droit? Et puis, ai-je envie aussi de demander s'engager dans, à nouveau, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent,
les élèves qui s'engagent vers une section de spécialité S2TMD, c'est a priori qu'ils ont quand même clairement l'envie d'investir beaucoup la musique, la danse, le théâtre, donc probablement quand même dans l'idée de le poursuivre alors le plus loin possible ou d'en faire quelque chose. Donc peut-être la question est de savoir, est-ce que si mon ambition est plutôt d'intégrer une fac de droit de LEA ou autre, est-ce qu'à ce moment-là, la spécialité musique du bac général, plus une spécialité économie, droit, etc., ne serait pas, ou langue, ne serait pas parfaitement adéquate pour permettre de jongler avec les deux? Question, à nouveau, je n'ai jamais de réponse tranchée. À chaque fois, c'est vraiment une question d'individualité, mais toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Sur la question, je vois que Fuse allait répondre, mais sur la question de est-ce que c'est mieux ou moins bien pour intégrer le CNSM, bon, bah, là, je réponds à leur place, mais de toute façon, on rentre sur concours, donc ils se fichent royalement du bac que vous avez fait. Peut-être que d'avoir fait tel ou tel donne plus d'arguments pour, je l'ignore, mais a priori, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce que l'on peut imaginer, mais tout dépend, pareil, on a tous les cas de figure au CNSM. On a des gens qui sont passés par, donc ça ne s'appelait pas encore S2TMD, qui sont passés par la spécialité ou l'option musique lourde, mais qui ont fait pour beaucoup d'entre eux la spécialité maths parce que voilà, donc bon, il n'y a pas de règle particulière. Donc là, à nouveau, c'est l'ambition pour entrer au CNSM. Qu'est-ce que cela suppose? Est-ce que j'ai assez de temps pour, etc., etc. Mais en tout cas, il n'y a absolument pas plutôt au contraire, d'ailleurs, dirais-je, de préjugés contre ou pour. La question des évaluations, donc là, oui, la question des parcours aménagés, ben voilà, vous l'avez mentionné pour le spectateur anonyme. Oui, il existe plusieurs filières qui proposent effectivement des aménagements, en tout cas d'horaires. Alors, on pense à Dauphine, on pense à la Sorbonne, mais il y a aussi pas mal d'écoles d'ingénieurs qui sont très, très friands de… on pourrait également rajouter cela, d'avoir un parcours musical, peu importe si c'était avec une option conservatoire, à quel degré, à quel cycle, tout ça, mais de fait, mettre dans son CV que l'on a eu une pratique artistique, que on a pratiqué, qu'on a éprouvé, qu'on s'y est intéressé, et toujours, mais absolument toujours, quel que soit le secteur vers lequel on va aller, va être une valeur ajoutée. Ça donne d'emblée énormément d'éléments de retour positifs. Donc oui, il y a des parcours qui permettent justement, que ce soit à Dauphine, à la Sorbonne, ou dans des écoles d'ingénieurs, ou dans des prépas pour des écoles d'ingénieurs, d'accueillir justement des élèves avec des parcours artistiques, leur permettant de continuer leurs études au conservatoire. Après, il faut juste savoir que c'est une question de temps. Ouais, c'est pareil, j'interviens, enfin, je suis beaucoup sollicitée sur des questions d'accompagnement. Et donc, bien, il faut avoir le temps et l'énergie pour suivre une prépa ingénieur. Je mentionne qu'en plus, avec la situation que nous vivons depuis 1 an, c'est-à-dire des cours en visio, etc., c'est quand même assez difficile de faire tout. Mais en tout cas, oui, ça existe. Et c'est même un argument, on va dire, très, très favorable lors des candidatures. On va dire que c'est toujours très bien, très bien vécu. Peut-être Viviane. il y a quand même plusieurs questions. Oui, voilà, par exemple. Je prends le relais, Christiane. Plusieurs questions là, qu'il y a dans le chat, qui n'est pas un chat, mais qui ressemble quand même furieusement. La question sur l'orientation en fin de classe de seconde. On dirait qu'auparavant, avant la réforme, le palier d'orientation était la classe de 3e. Fin de classe de 3e, c'est là où il fallait faire un choix entre la série TMD ou bien la série générale ou une série technologique. Aujourd'hui, cette série rentre dans le droit commun de l'économie du lycée. Ce palier d'orientation est déplacé en classe de seconde. Non, pardon, en fin de classe de seconde, au début du cycle terminal. Alors, comme je l'ai dit, en classe de seconde, il y a malgré tout
une option spécifique pour ces élèves qui est plus lourde que les autres. Hein. Les autres options sont la plupart du temps de 3 heures, celle-là est de 6 heures. L'idée derrière tout ça, c'est justement avoir cette année un peu de sas, permettant aux élèves de s'interroger sur leur projet de cycle terminal, et a fortiori de poursuite d'études post-baccalauréat, et peut-être à certains également. Alors, s'interroger un peu dans les deux sens, c'est-à-dire, je m'embarque dans cette option, j'ai envie de faire S2TMD en cycle terminal, mais finalement, non, ce n'est pas mon truc, je vais faire autre chose en cycle terminal. Mais inversement, des gamins qui poursuivent un parcours de formation conservatoire, pardon, en classe de seconde, finalement découvrent l'intérêt de cette cycle terminal S2TMD et se décident d'aller dans un cycle terminal S2TMD sans avoir suivi forcément l'option spécifique en classe de seconde. Voilà, donc ça est tout à fait ouvert. Il est trop tôt, évidemment, pour voir de quelle façon cela permet de voir évoluer les flux, mais je pense que c'est une perspective nouvelle assez intéressante et du reste tellement intéressante que, comme souvent, le terrain a pris des initiatives qui ont précédé les décisions de la centrale ministérielle, hein, puisque c'était déjà le cas dans un certain nombre de lycées qui s'étaient un peu assis sur la réglementation, et tant mieux, tant que c'est au bénéfice des élèves. Alors, j'ai du mal à vous répondre davantage sur les critères de sélection pour accéder à la filière S2TMD, parce que, bon, ces critères, ils sont nombreux. Il y a des questions aussi de carte scolaire, il y a des questions de possibilité de dérogation ou non. Et plutôt que le terme sélection, je dirais plutôt que la question, c'est l'évaluation des profils dans leurs différents aspects. Hein. Et je rappelle à cette occasion-là que bon, les élèves et leurs familles candidatent. Des avis sont portés sur ces candidatures par les différents acteurs, conservatoires, lycées, collèges d'origine. C'est le directeur académique du service de l'éducation nationale qui affecte et c'est le lycée qui inscrit. Et je rappelle également que les élèves qui suivent un parcours S2TMD ont obligation de s'inscrire parallèlement au conservatoire partenaire. Donc voilà, cette question des critères est toujours un peu délicate, les critères de sélection sont un peu délicates, mais ça m'amène à évoquer un autre point, c'est qu'un des enjeux de cette réforme, c'est quand même, en modernisant un parcours de formation, faire en sorte que cette modernité interpelle tous ceux qui ont à gérer l'offre de formation dans les conservatoires et bien sûr dans les lycées, les rectorats, les directions académiques. Aujourd'hui, il faut bien mesurer qu'il n'y a d'un côté, on voit la place du spectacle vivant, danse, musique, théâtre dans notre pays, en temps normal, parce qu'en ce moment, je sais si on en souffre, mais on voit la place que cela occupe, et à côté de ça, on regarde dans l'offre de formation au niveau lycée, nous avons 25 lycées seulement qui proposent un parcours de cette nature. Ce n'est pas possible, ce différentiel. Donc, une des ambitions très forte de cette réforme, c'est de faire en sorte que ce parcours modernisé puisse permettre de l'implanter dans davantage de lycées. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en un an, mais se dessine à brève, moyenne et longue échéance des ouvertures dans un nouveau lycée et je m'en réjouis. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que peut-être ça intéressera certains d'entre vous, mais il y aura dès la rentrée prochaine à Papeete l'ouverture d'une série S2TMD en seconde. Voilà. Voilà qui est une excellente nouvelle, parce que jusqu'ici, il y avait une série S2TMD effectivement en Martinique, je crois, et c'est à peu près tout hein, au niveau des DOM. Là, c'est en Alors, Polynésie française. voilà, des TOM Voilà. en fait.
Peut-être revenir aussi, on a plusieurs questions, donc au-delà de ces questions on avait une question de précision de quelqu'un qui connaît pas le fonctionnement du lycée, parce qu'effectivement, hein, des parents de collège sont pas toujours au fait du fonctionnement du lycée, hein, même du lycée aujourd'hui. Et donc, qui pose une question très simple, qui n'a pas compris si dans la filière S2TMD, on était dans une filière où on choisissait ses spécialités, comme dans la filière générale, ou pas. Oui, bonne question, j'aurais dû le préciser, mais comme je nage un peu dedans quotidiennement, c'est vrai que je ne fais plus attention à ce genre de choses, vous m'en excuserez. Alors, effectivement, en série générale, les élèves choisissent leur spécialité et ils en abandonnent une à la fin de la première. Et en classe terminale, ils gardent les 2 autres spécialités avec des horaires renforcés. Dans les séries technologiques, c'est différent. Les élèves choisissent, enfin, non, dès lors qu'ils choisissent une série, dès lors ils ont et ils abandonnent, enfin, ils arrêtent une de ces spécialités, plutôt, je devrais le dire comme ça, une de ces spécialités ne dure qu'1 an, s'arrête au terme de la première. C'est la spécialité en économie, droit et environnement du spectacle vivant EDSV. Voilà. Et en classe terminale, les 2 autres spécialités, spécifiquement artistiques, ont des horaires renforcés de 7 heures chacune. Merci. Voilà. Et alors, j'en profite puisque Oui. faut-il prendre, un spectateur anonyme nous demande faut-il prendre S2TMD en seconde ou bien en première. Quelle différence? Il y en a, il n'y en a pas. C'est-à-dire que justement, l'idée, c'est de laisser ouvertes les 2 possibilités. Étant entendu que en classe de seconde, la classe de seconde est une classe indifférenciée, donc avec des enseignants qui peuvent être colorés avec des options particulières, notamment l'option qu'on va dire un peu propédeutique S2TMD, mais ce n'est pas une obligation de l'avoir suivi pour intégrer un cycle S2TMD, un cycle terminal S2TMD. Donc voilà, tout est ouvert, tout dépend du projet, de l'envie, de la motivation de l'élève, de sa curiosité. Est-ce qu'il a envie de prendre une année un peu pour hésiter, pour s'interroger, pour voir un petit peu quelles sont ses motivations profondes, ou bien est-ce qu'il a envie tout de suite de s'embarquer dans cette aventure et finalement, au lycée, dans ce cadre-là, enrichir dès la classe de seconde sa formation. Voilà, tout est ouvert. Est-ce que il n'y a pas, parce que c'est souvent la question, est-ce qu'on n'a pas un risque, si on n'entre pas en seconde, est-ce qu'on est sûr d'avoir une place en première? Écoutez, s'il y avait une pression considérable sur les effectifs en classe de première, ça se saurait. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. J'espère que ça va changer. J'espère que ça va changer. Je n'ai pas connaissance de situation tendue de cette nature-là. J'ai le sentiment malgré tout que grâce à cette réforme, les flux d'élèves concernés augmentent. On va le voir assez rapidement avec les statistiques d'élèves arrivant au niveau du baccalauréat, une fois peut-être aussi qu'on sera sorti de cette situation très difficile et très dégradée qui affecte tout le monde, les élèves et aussi la mise en œuvre de cette réforme. Mais pour le moment, je crois que la situation ne se pose pas. Je crois que c'est la même chose dès lors qu'un élève en fin de seconde, s'il n'a pas suivi l'option spécifique, mais s'il a une motivation très forte pour s'engager dans un cycle terminal S2TMD, je crois que tout le monde le suivra. Il y avait une question pour Christiane, je crois qu'elle l'avait prise.
Sur la lutherie? La lutherie. Oui. Oui, c'était la même chose. Est-ce que c'est possible de suivre des études de facture? Donc, j'ai répondu laconiquement oui, bien sûr, mais de la même manière, les études de facture instrumentale sont des études très, très spécifiques. Entre la lutherie du quatuor à Mirecourt et la facture d'instruments ou alors la guitare à l'ITEM, il faut savoir que dans le processus des études de facture, on a d'abord un CAP et puis un BMA, hein, c'est ce qu'on peut faire. Beaucoup de choses se font en formation continue également. Il y a beaucoup de reconversions du côté de la lutherie. Enfin, en tout cas, ils ont beaucoup, notamment à l'ITEM, pas à Mirecourt, mais à l'ITEM, ils ont beaucoup de personnes, musiciens professionnels qui évoluent professionnellement et intègrent ces formations. Donc, il est demandé de toute façon d'avoir aussi une écoute, une oreille et une appétence réelle pour la musique. Si on ne fait pas de musique, on ne va pas suivre des études de facture instrumentale, hein, par exemple. Après, il n'est pas demandé d'être un virtuose, d'avoir à nouveau le cycle X, Y ou Z, mais en tout cas, on ne peut pas y aller en disant bah, j'ai jamais fait de guitare, mais je voudrais en construire. C'est clair que non. Pour des danseuses, à l'inverse, c'est pas la lutherie, mais alors danseurs ou danseuses d'ailleurs, la question de l'accès à la filière STAPS, justement, qui peut effectivement paraître assez cohérente. Complètement. Donc ça peut-être, pour l'instant, c'est vrai que il n'y a pas assez de recul pour savoir vers où se dirigent les élèves qui vont sortir pour la première fois finalement cette année dans l'enseignement supérieur, qui vont se diriger pour la première fois dans l'enseignement supérieur. Mais donc, on ne sait pas encore si ils peuvent aller investir, mais je sais qu'il y a des demandes dans ces classes-là d'aller vers STAPS, notamment pour les danseuses et danseurs, parce qu'il y a assez peu de formations universitaires. Il n'y a pas de parallèle avec la musicologie. Il n'y a pas l'équivalent et que souvent, il faut trouver des filières entre deux pour attendre les spécialisations de dernière année de licence, ou etc. Autre question qu'on aurait éventuellement laissé tomber. Donc, combien d'élèves, ça c'est pour Vincent, combien d'élèves sont actuellement dans cette série sur le territoire national? J'ai les statistiques de 2018-2019, donc avant la réforme, où il y avait seconde, première, terminale confondues, il y avait 893 élèves qui étaient inscrits en série S de TMD, c'est-à-dire un tout petit effectif. Et donc, ce que je souhaite vraiment, c'est que cette réforme permette progressivement d'augmenter ce flux. Je n'ai pas de statistiques plus récentes, et puis la situation est telle que ce n'est pas le moment d'embêter les chefs d'établissement avec des demandes statistiques de cette nature, parce que je serais assez mal reçu. Voilà. Donc, j'espère que les choses vont s'assainir très rapidement et que l'année prochaine, on pourra faire le point sur tout ça et porter au fond vraiment tous les enjeux de cette réforme. Je me permets d'ajouter un petit point à ce qui a été dit auparavant. Vous m'interrogiez au début de notre échange sur les grandes caractéristiques de cette réforme. Un des enjeux que nous avons partagé avec mes collègues de la DGCA et qui a vraiment animé toute notre réflexion, d'ailleurs qui avait été précédé il y a quelques années, alors je ne sais plus, je pense que c'était en 2006 par une modification des épreuves du baccalauréat, notamment pour les musiciens, c'est que veiller à ce que les objectifs, les enjeux, les cadres et les formes de mise en œuvre de cet enseignement s'adressent à des profils plus hétérogènes que par le passé. Jusqu'en 2006, je crois, ou peut-être plus tard, je ne sais plus, je m'en mêle un petit peu là, les dates,
il y avait des listes d'œuvres imposées, notamment pour les musiciens au baccalauréat. Et évidemment, les professeurs de conservatoire regardaient cette liste et disaient, bon, à N-3, est-ce que ce gamin sera en mesure de réussir une épreuve avec ce niveau d'exigence d'une telle partition pour son instrument? Et du coup, c'est un espèce de filtre extrêmement rigide qui, finalement, évacuait la question de la motivation, du profil artistique, de l'envie de l'élève, au bénéfice du seul regard sur la technicité requise pour réussir une épreuve. Donc, voilà, je pense que tout ça doit permettre à terme que cette série accueille en son sein et accompagne au mieux des profils plus hétérogènes d'élèves, certains étant techniquement très brillants, à un niveau technique très, très élevé, d'autres peut-être moins, mais tous étant réunis par une envie, une motivation, une dynamique, un investissement incontestable. On a une question pratico-pratique, j'allais dire, puisque vous avez noté la question du lycée de secteur. Or, effectivement, avec 25 lycées proposant cette série, il est évident qu'on ne peut pas tous habiter dans le secteur du lycée. Donc, la question d'une maman qui s'interroge, puisque sa fille est déjà dans une classe horaire aménagée en danse, et le lycée qui fait du coup S2TMD n'est pas le lycée de secteur. Est-ce que c'est difficile de demander cette dérogation ou est-ce que voilà, est-ce que c'est assez naturel finalement? C'est naturel de la demander, mais difficile de vous répondre. D'abord parce que dans notre pays, où les responsabilités sont déconcentrées entre l'État et les services déconcentrés de l'État, il y a de fait des politiques académiques, voire même des politiques départementales qui sont diverses. En outre, notre pays est décentralisé. Vous savez que le bâti scolaire est de la responsabilité en l'espèce des conseils régionaux et que bien des conseils régionaux ont des politiques de bâti scolaire qui sont assez diverses. Dans certaines régions, il y a une pression sur le bâti scolaire qui est à la limite de pouvoir accueillir tous les élèves du secteur. Quand d'autres régions ont un bâti suffisant pour accepter beaucoup de dérogations. Donc, tout ça impacte la possibilité de dérogation. Mais vous voyez bien qu'en S2TMD, on ne peut que le regretter aujourd'hui, mais c'est un atout pour les demandes de dérogation. Ça concerne quand même un nombre d'élèves extrêmement réduit pour une formation extrêmement rare. Donc, moi, je vous engage auprès du chef d'établissement d'origine du collège, auprès de l'établissement visé, auprès du directeur académique, auprès du recteur, voire de la terre entière, de faire des pieds et des mains pour obtenir une dérogation dès lors que ça correspond à un véritable projet, une envie, une motivation forte de votre enfant. Dans le même ordre d'idée, en fait, il y a la même question, c'est du coup, quelles sont les voies de recours quand on a un avis favorable du conservatoire, une très forte motivation de l'élève? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un refus de ce choix d'orientation? Pas seulement le choix d'affectation, enfin le refus d'affectation, mais le refus du choix d'orientation. Quels sont les recours possibles? D'abord, je vous le disais tout à l'heure, hein, la procédure d'IRS, elle est rappelée dans les textes, dans la convention, je crois, ou oui, je crois dans la convention, le modèle de convention nationale. Je vous rappelle que c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale qui prend une décision d'affectation. Il prend cette décision, il ne la prend pas à l'aveugle, sur un certain nombre d'avis et de critères. Critères liés à l'affectation des élèves, liés au système AFEDNET. Enfin,
je passe rapidement là-dessus, bien que, évidemment, ça pèse lourd dans beaucoup de situations. Et possibilité aussi d'accueil des établissements. Alors, donc les avis, ce n'est pas seulement l'avis du conservatoire, ce n'est pas seulement l'avis du lycée, c'est des avis réunis, hein, qui font le regard porté sur une candidature. Je sais que la situation n'est pas satisfaisante. Je souhaiterais, comme nous avons essayé, et comme ça s'est mis en place dans un certain nombre de situations, essayer de le faire pour les classes horaires aménagées dès 2002 en collège, qu'il y ait à terme des commissions ad hoc qui puissent fonctionner de façon transparente, réunissant les différents porteurs d'avis, si j'ose dire, établissement d'accueil, mais établissement d'origine artistique scolaire, donc qui est pour mission d'étudier les dossiers de candidature et de faire une proposition argumentée au directeur académique. Ensuite, lorsqu'il y a refus d'orientation, refus d'orientation, pour quelles raisons, je ne sais pas, mais après, dès lors que l'orientation est refusée, quelle que soit la raison, dans notre pays, la famille a toujours la possibilité de faire un recours gracieux par rapport à la décision qui a été prise par le directeur académique. Je crois qu'il y a, en fait, il y a deux questions. Je pense que c'était effectivement un refus d'affectation et pas un refus d'orientation, puisque le refus d'orientation, là, il y a des procédures très claires, hein, qui sont des commissions d'appel, etc. Parce que ça voudrait dire que l'élève se voit refuser, puisqu'on n'est pas orienté en S2TMD, mais on a un avis d'orientation, notamment en tout cas pour la seconde, sur la seconde générale et technologique. Donc, c'est pas le même tout à fait. Voilà, et ça peut être un refus d'orientation en seconde générale et technologique, auquel cas il y a des procédures d'appel et des commissions d'appel. Et en fin de seconde, c'est la même question, c'est-à-dire qu'effectivement des vœux sont émis par les familles. C'est le conseil de classe, hein, ce sont les établissements qui se positionnent, hein, sur ces vœux. Et on peut toujours contester au niveau des familles. Il y a des procédures pour faire réviser l'avis des conseils de classe, en fait, sur des vœux d'orientation. Donc ça, effectivement. Certains posent des questions sur les conventions. Donc, est-ce qu'on a beaucoup parlé conventions avec des CRR? Est-ce que, donc, conservatoire à rayonnement régional, est-ce qu'il est possible d'avoir des conventions avec d'autres types de conservatoires? C'est-à-dire des conservatoires à rayonnement départemental, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que la plupart des sections sont installées dans des lycées, dans des villes où il y a des CRR. C'est clair. Mais voilà, CRD, par exemple, ou conservatoire à rayonnement communal, pourquoi pas? Et d'autres questions, est-ce qu'on peut imaginer des conventions avec des structures privées? Alors, sur la première question, les choses sont très claires et moi, je m'en réjouis justement dans la perspective de diversifier les profils concernés et accueillis par la série S2TMD, puisque dans l'arrêté fondateur de cette réforme, donc qui va être co-signé par les ministres, les établissements partenaires concernés sont les établissements classés ou reconnus par le ministère de la Culture. Donc, ce n'est pas seulement les CRR. Loin s'en faut. Hein. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, je pense que ça élargit considérablement le champ et je pense que du coup, cela permet d'envisager des projets avec des profils d'élèves qui sont peut-être pas au niveau d'intégrer un pôle sup immédiatement après le bac ou de viser le CNSM, mais qui ont à coup sûr une motivation solide pour la pratique artistique. Et votre autre question, qui était plus délicate, c'est pour ça que je l'ai oubliée. Avec les structures privées, mais on a en partie la réponse puisqu'effectivement, il s'agit de structures reconnues par l'État.
Oui, c'est ça. Donc, Donc, est-ce que les structures privées peuvent être reconnues par l'État? Je pense à certaines structures privées qui sont privées, comme par exemple la maîtrise de Notre-Dame, qui a une structure privée, mais qui est reconnue effectivement par l'État en tant que telle. Mais je pourrais prendre d'autres exemples. La danse, je pense, il y a pas mal En d'écoles. danse, on a beaucoup de structures privées. Toutes ne sont pas reconnues par l'État et encore faut-il qu'elles soient reconnues pour l'enseignement initial et non pas pour le et non pas pour l'enseignement enfin pour la préparation au diplôme d'État de professeur de danse, ce qui est souvent le cas. Donc ça, c'était un petit peu. Et donc ça, c'est effectivement un questionnement qui peut se comprendre, qui évoluera, et on voit que ça ouvre quand même beaucoup plus de possibilités à des structures différentes. La reconnaissance par l'État peut s'appliquer à toutes sortes de structures. Je pense qu'on a fait pratiquement le tour, sauf si je me trompe. Donc, on a un témoignage de Viviane qui, à Nantes, explique que les allers-retours ou les allées ou les passages de général à technologique et de technologique à général, enfin au niveau de la seconde, l'entrée en S2TMD sans être passé par la seconde spécifique ou avec l'option spécifique, c'est possible, et que dans l'autre sens, avoir suivi l'option spécifique et continuer dans un bac général, c'est également possible. Donc, il n'y a pas de problème pour s'orienter, dit-elle, après la seconde. Alors, n'oublions pas que nous avons un public parisien et que, effectivement, c'est un tout petit peu plus compliqué sur le territoire parisien pour l'instant. Voilà. Mais donc, malgré tout, ce sont des choses tout à fait possibles. C'est un programme qui est commun sur les matières générales. Qu'est-ce qu'on a sur... on a des questions alors, sur des concours à passer. Et là, je dois avouer qu'il y a effectivement, c'est clair, dans certains établissements artistiques, les élèves doivent passer un concours pour pouvoir demander à s'orienter en S2TMD. Dans d'autres conservatoires, il n'y a pas de concours. Donc, c'est excessivement variable. Les procédures de recrutement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'instant, elles ne sont pas normalisées. Elles ne sont pas les critères de sélection ou les manières de sélectionner ou d'accompagner les élèves dans ce choix-là ne sont pas du tout normalisées. Et donc, pour l'instant, c'est un peu... il faut se référer à ce que fait l'établissement dans lequel vous êtes ou celui dans lequel vous souhaitez aller d'abord, et de regarder aussi du côté du lycée lui-même ce qui est prévu. Est-ce qu'il est prévu quelque chose ou au contraire, est-ce qu'ils vont s'appuyer sur les recommandations de l'établissement artistique avec lequel ils sont en convention? Muriel, si vous me permettez sur ce point-là, d'abord, il ne s'agit pas de procédure de recrutement. Il s'agit de procédure d'élaboration d'un avis qui ne vaut pas recrutement. Il n'y a pas de procédure de recrutement. Je vous l'ai déjà dit 2 fois, donc je ne vous le redis pas une 3e fois. DAZEN, chef d'établissement, directeur du conservatoire. Bon. Vous l'avez bien compris, le principe de cette réforme, c'est d'adresser un certain nombre de principes, de cadres, de points de repère aux équipes et de mobiliser leurs responsabilités. En l'espèce, ce n'est pas à l'État central de définir les procédures qui semblent aux équipes les plus pertinentes pour élaborer cet avis. Si certains pensent que c'est un concours, moi personnellement j'en doute un peu, mais bon, c'est un point de vue tout à fait personnel, mais ça leur appartient. Bon, voilà, l'important c'est que chacun prenne sa part de responsabilité pour mettre en place la méthode qui lui semble la plus pertinente pour élaborer un avis
qui soit éclairant par rapport à ceux qui ont à prendre la décision d'affectation. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous laisse prendre connaissance et je pense que c'est pour vous les messages sur la prise en compte du besoin de spécialisation précoce, notamment en danse, y compris d'ailleurs dans les années du collège, puisqu'en fait, pour les danseurs, c'est dès le collège parfois que, effectivement, puisque l'enseignement supérieur en danse recrute effectivement des jeunes qui sont, pour certains encore au collège, que ce soit l'opéra ou même les CNSM, ou voire juste en sortie de collège. Donc, effectivement. Et voilà, c'était la petite remarque. Et je propose que du coup, écoutez, on en reste là, puisque je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments-là. Je pense que ça va être pendant quelque temps un éternel besoin de pédagogie pour essayer d'expliquer cette série qui est quand même, pour l'instant, très confidentielle en fait. Elle est trop peu connue, alors qu'elle offre quand même des possibilités très importantes. Écoutez, j'espère que nous aurons œuvré pour aider à ce qu'elle se développe encore. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine. On verra dans quel format, mais je pense que ça va être. On va avoir besoin de convaincre régulièrement les familles. Et puis, on a encore du travail, je pense. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Je ne vous cache pas quand même ma frustration de n'avoir vu que Muriel, Christiane et ma fâcheuse Trombine, et d'avoir vu personne quand même. Voilà, j'espère que la prochaine fois, on pourra se voir en vrai, parce que Ah ouais. les visios, c'est très bien, mais on en a Alors, les tous visions ont un intérêt. par-dessus. Les visions ont un intérêt, c'est qu'on peut être vu à l'autre bout de la France À Papette. sans se déplacer. Alors, Et le même à mixte, Papette. exactement, et même à Papette. Et alors, le format mixte, je pense qu'on va devoir y passer, c'est-à-dire du mixte présentiel et avec une diffusion en direct, permettant à des gens aussi, voilà, à plus de monde de participer et de ne pas être sur des choses trop confidentielles aussi de notre côté. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci. Et voilà, c'est des choses à travailler. Voilà. On progresse aussi tous, malgré tout, dans cette pandémie, même si on en a tous marre, c'est clair. Et je vous souhaite du coup une bonne sortie de confinement prochaine et un retour à au vrai plaisir de partager tous de la musique, de la danse et du théâtre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et à bientôt. Et au Au revoir à tous. revoir. Au revoir. Au revoir.